Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, comme invité, nous recevons Youba Diallo. Il est le président de la commission des textes fondamentaux et des questions juridiques du parti Lumana. Avec lui, nous allons parler du processus électoral en cours et dans notre pays, mais aussi de la situation de trouble que connaît le moderne FA Lumana du fait de la fronde menée par Nouma Oumarou. Mais avant d'arriver à lui, le bureau politique national du moderne FA Lumana a animé aujourd'hui une conférence de presse autour des actes posés par le ministre de l'Intérieur à l'endroit du parti. Compte rendu Ismaël Moumouni et Halid Bourema. Le conflit entre Nouma Oumarou et le bureau résulte du blocage des travaux du bureau politique par rapport au choix de la localité chargée d'abriter la conférence et le congrès ordinaire du parti, selon la genèse du problème relaté par le bureau. Après avoir dressé le point de la situation, le bureau politique a réagi aux propos du ministre de l'Intérieur. Monsieur Al-Kash, c'est un docteur en droit, en cette qualité. Moi, en tant que petit maîtrisard, je le respecte. Mais j'ai l'impression que c'est un docteur en droit public. Les ficelles, les détails du droit judiciaire privé, il ne les maîtrise pas. En tout cas, il ne nous a pas donné l'impression de les maîtriser. Parce que si tant qu'il les maîtrise, il ne peut pas parler comme il l'a fait. Ou bien s'il n'est pas le cas, il n'a pas eu l'humilité donc de se renseigner. Il n'a pas eu l'humilité d'apprendre. Il n'a pas eu l'humilité de se renseigner pour dire qu'est-ce que je dois faire face à une telle situation. J'ai des décisions judiciaires et parallèlement j'ai des travaux issus de congrès. Il faut que les gens comprennent qu'il y a deux sortes de rapports de nature totalement différentes. Les rapports entre l'État et les partis politiques et les rapports entre militants d'un parti politique qui est une association. Ces deux choses à ne pas confondre. Il ne faut pas mélanger les serviettes et les torches. Aux questions posées par les journalistes, le parti a répondu en ces termes. Est-ce que le parti va aller devant le Conseil d'État? Nous disons non, nous tenons déjà des décisions de justice en notre faveur. Qu'est-ce qu'on va aller faire encore devant une justice? C'est la même justice dans ce pays. D'ailleurs, le ministre Al-Kash se contredit. Il prétend ne pas respecter des décisions de justice d'un côté en nous renvoyant devant une autre justice. Mais vous voyez, ça ne tient pas la route. Tout ce que je demande à mon jeune frère, c'est de faire preuve de retenue et de sens de la responsabilité. Vous voyez, déjà à Dosso, lorsque le gouverneur a dit non, mais M. Nouma, vous ne pouvez pas tenir votre congrès. Parce que l'autre parti a des décisions de justice que je dois exécuter. Vous savez comment il a quand même réussi à tenir une réunion à l'hôtel Toubal? Parce que la décision est venue de Niamey. On a dit laissez-le tenir son congrès. Alors, un monsieur de ce genre, il appartient à Lumana ou il appartient à un autre camp que vous savez, regardez mon regard. Alors, on ne peut pas recoller des morceaux difficiles à recoller. S'agissant de la validation de leur candidat au scrutin, sachant que leur congrès n'a pas été validé par le ministère de l'Intérieur, le bureau politique dit être optimiste du moment où il dispose des décisions de justice à leur faveur. Youba Diallo, bonsoir. Bonsoir. Tout récemment, le ministre de l'Intérieur, par la signature de son secrétaire général Ider Adamou, a reconnu le congrès effectué par Nouma Oumarou à Dosso. Alors, quelle est votre position actuelle par rapport à cette décision qui a été prise par le ministère? Il faut peut-être dire que c'est un acte grave que le ministère de l'Intérieur vient de poser. Parce que M. Nouma est interdit d'agir et de parler au nom du parti par une décision de justice. Or, la Constitution, en son article 117, dit que les décisions de justice doivent être respectées, exécutées par aussi bien l'autorité publique que les citoyens. C'est une violation flagrante de la Constitution. Une autorité politique de rang de ministre qui n'exécute pas, qui refuse d'exécuter les décisions de justice et dit qu'il reconnaît à un moment le droit de parler. C'est ce que ça signifie, sa réaction, le droit de parler, puisqu'il reconnaît la validité de son congrès. Et ça, c'est inacceptable.
Et en plus, nous avons essayé de vérifier d'où tient, monsieur le ministre de l'Intérieur, cette prérogative de porter une appréciation sur la validité des réunions des instances et des organes des partis politiques. Il n'a pas ce pouvoir-là. Aucune disposition légale ne lui permet de prononcer la légalité ou l'irrégularité des congrès. Et de prendre par rapport à ça une mesure. Aucune décision. Les questions de ce genre qui opposent les militants ou les membres d'un parti politique entre eux se règlent devant le juge civil. Pas par une décision du monsieur le ministre de l'Intérieur. Ça, il faut que ça soit clair au niveau de nos amis du ministère de l'Intérieur qui n'ont pas ce pouvoir-là. Et ils ne peuvent pas l'imposer aux partis politiques. Si ça s'est fait jusqu'à un certain moment, aujourd'hui il faut que ça s'arrête. Nous avons voulu faire la retrouvaille entre nous. On a toléré M. Noma plusieurs fois à l'issue des décisions d'immixtion du ministère de l'Intérieur, et on pense que ça peut se poursuivre là, toujours. Et ce litige dure depuis près d'un an et demi, parce que tout simplement, il y a une main extérieure qui manipule M. Noma. Ça ne peut pas continuer. Nous ne l'accepterons pas. Ensuite, cette fronde dirigée par Noma Oumarou ne fragilise-t-elle pas votre formation politique à quelques jours du début des élections générales dans notre pays? Je dirais non. Non, parce que les statuts de nos partis politiques sont clairs. Entre deux congrès, c'est le bureau politique qui dirige le parti. Le bureau politique, ce n'est pas normal. Le bureau politique, c'est les 9 présidents des régions, plus le président du parti et les autres militants qui sont membres du bureau politique. Donc, le bureau politique est chargé de la direction du parti entre deux congrès. Et ça, nous le faisons depuis fort longtemps, puisque Noma a été absent presque un an de nos activités. On l'avait expulsé. On a travaillé, on a dirigé le parti. Le parti fonctionne avec la quasi-totalité de ses membres. Du bureau politique que les militants des autres structures. Donc nous n'avons pas d'inquiétude. Cette décision du ministre de l'Intérieur ne peut pas nous enlever le mode de fonctionnement prévu par nos statuts entre deux congrès. Il ne peut pas. Ce sont nos textes qui nous régissent. Dit la Constitution et la charte des partis politiques. Les partis politiques, leur fonctionnement, leur organisation se font conformément à leurs textes, pas conformément à une décision prise par un ministre. Ensuite, bientôt les élections générales vont commencer. Alors la reconnaissance du congrès fait par Noma ne sera-t-elle pas une source de blocage des listes que vous allez présenter aux différentes élections? Mais cette question de notre participation aux élections est déjà réglée. Les dossiers sont déjà déposés avec le bureau politique national. Ça fonctionne normalement. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent nous dire que ces dossiers-là ne sont pas valables. Ça, c'est impossible. Je ne pense pas qu'ils puissent faire ça. Je souhaite qu'ils ne le feront pas. Parce qu'ils n'ont aucun argument juridique pour le faire. Le parti fonctionne, même si M. Noma n'est pas là. M. Noma va attendre les décisions définitives pour toutes les questions en instance auprès des juridictions. Ensuite, à ce stade, quelles sont les garanties que vous avez et qui ne permettront pas de régir la candidature de Hama Amadou pour les élections présidentielles à venir? Alors, ça, c'est une question d'actualité qui intéresse tous les Nigériens, parce que le président Hama Amadou est certainement le candidat le plus redoutable pour nos adversaires. Et s'ils peuvent lui empêcher d'accéder
à la candidature présidentielle, ils vont le faire. Mais nous ne pensons pas qu'ils puissent le faire. Parce que nous travaillons avec la légalité. Nous n'avons pas la force, leur force, mais nous avons la légalité avec nous. Et la force a une limite. La légalité finit toujours par triompher. Notre légalité, c'est quoi? Le président Hama a été jugé à un an de prison par la Cour d'appel. C'est tout ce que la Cour d'appel a dit. C'est elle qui a prononcé la sanction. Mais elle n'a pas prononcé une autre sanction qui empêcherait au président Hama de présenter sa candidature ou d'être candidat. Il y a pourtant une disposition de ce qu'on appelle l'impossibilité d'être éligible ou, disons, l'atteinte à ses droits civiques. Il y a une disposition comme ça dans la loi pénale, en plus de la sanction d'un an de prison. Mais le juge ne l'a pas prononcé. Parce que le juge est libre de choisir entre les différentes mesures pénales quelle est celle qui correspond à la situation qu'on lui a présentée. Il n'a prononcé seulement la peine d'un an. Il n'a pas prononcé la suppression, la nullité des droits fondamentaux, des droits civiques et politiques. Le juge ne l'a pas prononcé. Le jugement ne contient pas ça. Donc, si le jugement ne contient pas ça, ce droit qu'il a d'être candidat ne peut pas être remis en cause par quelqu'un d'autre. Nous pensons que cette question-là, cet aspect-là de la question ne leur échappera pas, qu'il n'y a pas eu une décision de justice qui met fin à ses droits civiques et politiques. Et deuxièmement, quand ils ont condamné M. Hama, le président Hama Amadou, le président Hama Amadou il était absent. Il était absent. Il a été condamné donc en tant qu'absent. Normalement, à son retour, on devait le remettre devant l'autorité judiciaire, le juger à nouveau, puisqu'il est là maintenant. Mais on ne l'a pas fait. C'est fini. On ne l'a pas fait. Donc, M. Hama, le président Hama Amadou, bénéficie de ses droits civiques et politiques qui n'ont pas été entamés par la décision de justice qu'il a poursuivi, qu'il a condamné à un an de prison. Et nous pensons que légalement, il n'y a pas d'argument pour ceux qui veulent voir Hama exclu de la course. Il n'y a pas d'argument pour eux suffisant pour l'exclure de la course. Alors, c'est ça notre première garantie. Nous allons nous battre sur le plan juridique. Et nous allons nous battre aussi sur le terrain de la sensibilisation, de la formation, de la sensibilisation des Nigériens, pour que les Nigériens sachent qu'il y a un problème très délicat. On ne peut pas exclure Hama des élections présidentielles et puis dire qu'il y a d'autres qui peuvent être candidats. Lui ne peut pas être candidat. Non, ça c'est difficile. C'est difficile. Je crois que je souhaite que la sagesse habite les responsables et les personnes qui sont en train de s'agiter autour de cette question-là, de candidature de Hama, du président Hama, pour qu'on ait des élections qui se passent dans de bonnes conditions pour l'intérêt de tout le parti et de tout le monde. Maintenant, selon vous, quels sont les ingrédients nécessaires qu'il faut réunir pour que les élections futures se fassent dans un climat apaisé? Il n'est jamais tard d'arranger, parce qu'on devait s'entendre sur ces questions d'organisation des élections entre partis politiques depuis bientôt un an, depuis plus d'un an. Et ça traîne, parce que nos amis au pouvoir aujourd'hui, ils ont mis en place un système de gestion où on ne fait pas appel à la concertation entre les partis politiques pour gérer les questions politiques, comme c'était le cas avant.
Moi, j'ai été premier rapporteur de la première CENI du Niger. Nous avons discuté de tous les points en détail au niveau de tous les partis politiques. Et on s'est entendu sur l'ensemble des questions, depuis l'organisation jusqu'au fonctionnement, jusqu'au budget. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir disent non, c'est nous qui gouvernons. On met la CENI en place, on met les structures, les autres structures de la CENI en place, et nous protestons, on ne nous écoute pas, on refuse. Lorsqu'il y a quelques réunions, on nous convie avec des bouts de papier. Pour les questions importantes, nous ne sommes pas associés. Par exemple, le choix des responsables de la CENI, le fichier électoral, la question de la CENI au niveau local, tout ça, qui sont des questions sensibles, ont été arrêtés et gérés en dehors de l'opposition. Et ça, ce n'est pas une condition favorable à un bon déroulement des élections. Mais je crois que on peut essayer de rattraper. Il faut qu'on revoie l'organisation au niveau de la CENI, aussi bien au niveau central qu'au niveau des structures locales de la CENI. Sinon, on risque d'assister à des élections extrêmement difficiles. Il faut donc réparer ce qui est réparable tout de suite. On a encore 2 mois. Si ils sont de bonne volonté, on peut atténuer les difficultés qui pourraient se présenter. Sinon, il faut craindre que le hold-up électoral se développe et que cela entraîne une remise en cause de tout le système. Mais nous allons nous battre pour que la sagesse et la légalité prévalent. Monsieur Youba Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la commission des textes fondamentaux et des questions juridiques du parti Lumana. La suite du journal La Rédemption pour le salut du peuple RSP Adli a tenu hier à Tera, région de Tel Aviv, le congrès d'investiture de son candidat au présidentiel 2020-2021. Ce parti qui prône la paix, l'unité et la solidarité a investi le président Mahamadou Talat Doula comme candidat au présidentiel à venir. Le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Le stade départemental de la cité de Maïga, Tera, enregistre par la présente une ambiance festive inhabituelle, consécutive au rendez-vous politique du Parti de la Rédemption pour le salut de la patrie, RSP Adili. Une rencontre entre militantes et militants de cette formation politique venue de 8 régions du pays pour l'investiture de leur candidat au présidentiel de 2020-2021. L'honneur est revenu aux jeunes et femmes du parti à cette occasion pour remettre aux candidats désignés afin de briguer la magistrature suprême les symboles du RSP Adili. Fort de cette confiance de ses partisans, le sieur Mahamadou Talatadoula a, à l'entame de son allocution, éclairé l'assistance sur les raisons du choix de Tera pour cette cérémonie. Le choix de Tera n'est pas fortuit. Nous savions bien que faire le déplacement de Tera n'était pas chose aisée. Et nous avons voulu nous éloigner du confort de ce que nous connaissons habituellement, de ce que nous vivons habituellement, pour venir partager ces moments de joie avec les amis, avec nos camarades, dans un contexte qui nous ramène encore beaucoup plus vers la réalité. Je crois que pour Tera aujourd'hui, c'est un jour historique. J'allais dire que c'est un mariage, c'est une union entre le RSP et Tera et ses environs. Et je crois que cela restera dans la mémoire des Sonraï de Tera et de tous ceux qui habitent la zone, qu'ils soient Peul, Gourmantier, Aoussa, Bella, etc. Tous ceux qui habitent ici, qu'ils sachent que c'est la première fois
peut-être qu'un enfant du terroir ici, prétend directement à des élections présidentielles et fait l'annonce officielle ici, directement auprès de ses compatriotes de terrain. Au président candidat de la rédemption pour le salut de la patrie de souligner par la suite les grandes lignes de ses ambitions pour le Niger et son peuple. Que voulons-nous faire? Nous voulons rassembler. Nous voulons rassembler, je vous le dis, nous parlons avec notre cœur. Le fait de vivre ces partitions, quelquefois majorité, d'autres fois opposition, non affiliés, indépendants, etc. Je pense que pour tout cela, nous devons avoir le courage un jour de nous mettre tous autour de la table et de discuter en vrais Nigériens, jaloux du progrès de notre pays, de sa réussite, de sa prospérité. L'unité et la solidarité constituent les valeurs autour desquelles le parti RSP Adili entend bâtir la nation nigérienne, d'où le choix porté sur son leader, Mamadou Talatadoula, qui incarne un Niger nouveau et prospère. Ensuite, le peuple du Pakistan a célébré hier la journée du Cachemire. Ici au Niger, une cérémonie a été organisée pour cette circonstance à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nasser Antoufo. Ils sont nombreux, membres des cabinets des différents ministères, ambassadeurs, hauts fonctionnaires, universitaires et étudiants de diverses universités nigériennes à faire le déplacement afin d'exprimer leur solidarité au peuple du Jami et Cachemira, commémorant la journée noire du Cachemira. C'est ainsi, à cette cérémonie, le décor a été planté par une lecture du Saint-Coran et ensuite lecture des messages du président et du premier ministre du Pakistan. S'exprimant à l'occasion, le secrétaire général de l'université de Dosso, le docteur Mahamadou Omega, a réaffirmé le soutien du Niger au Pakistan sur le différend du Cachemire et a déclaré qu'il était fier d'être aux côtés du Pakistan sur la question du Cachemire, se déclarant préoccupé par le sort des civils au Cachemire. Le professeur a fait une mention spéciale des meurtres d'enfants par la lecture des messages spéciaux des forces indiennes et les a comparés aux meurtres d'enfants à la suite des récents bombardements arméniens contre des populations civile. Ce fut ensuite l'ambassadeur Ahmed Ali Siroé de souligner l'importance d'observer le jour noir du Cachemire et a expliqué la cause de ce jour noir où les forces d'occupation indiennes ont débarqué dans le Jami et Cachemira. L'ambassadeur a ensuite souligné les atrocités commises par cette force d'occupation indienne contre la population civile du Cachemire et a condamné le recours aveugle à la force, en particulier les fusils à plomb contre les jeunes pour réprimer leur lutte légitime pour la liberté. L'ambassadeur a ensuite noté que les droits des personnes à des réunions pacifiques, à la libre circulation et au respect des obligations religieuses étaient bafoués et qu'elles vivaient dans une panne de courant numérique. L'événement s'est conclu par des prières pour le bien-être et le succès rapide du peuple cachemirien dans sa juste lutte contre les forces d'occupation indiennes. Les revendeurs du gaz domestique de Niamey ne sont pas contents. Pour le montrer, ces derniers ont fermé leur commerce aujourd'hui alors qu'ils sont censés se conformer au prix de vente de gaz arrêté par le ministre du Commerce. Nafis Ahia et Sadoumi pour le constat. Portes fermées, grilles cadenassées, c'est le constat qui se dégage au niveau des boutiques érigées pour la vente du gaz domestique à Niamey. En ce jour, dimanche 1er novembre 2020, date à partir de laquelle les revendeurs de cette denrée doivent se conformer au prix arrêté par le ministère du Commerce. Comme vous venez même de le constater, ce n'est pas moi aussi seul qui a fermé, tout le monde a fermé. Le prix à laquelle on nous dit de vendre le gaz, vraiment, ça ne nous permet pas de nous en sortir. On a eu plusieurs rencontres avec l'autorité du secteur de régulation de l'énergie, qui est ARC, par rapport au prix du gaz. On les a fait part des charges que nous supportons. Vu les charges, on les prend dans le bénéfice, donc ça ne nous permet pas de nous en sortir. Donc on vendait le gaz jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont dit, après les rencontres, d'appliquer cet arrêté, le prix ministériel. Donc nous avons constaté vraiment
que ce prix vraiment ne nous arrange pas, ça ne nous arrange pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre acheter du gaz à 4 000 francs par certaines sociétés et revendre le gaz à 3 750 et à 1 800. Nous sommes dans un monde de business, un monde de commerce. Le commerce est fait à but lucratif pour pouvoir avoir quelque chose. Si tu sais que vraiment ça intéresse, tu fermes, c'est ça que nous avons fait. On sait que vraiment ça ne nous arrange pas, on a arrêté. Parce que eux-mêmes, ils ont constaté, dans les discussions, ils ont vu qu'il y a un vide juridique dans le secteur. Il y a un vide juridique parce que les gens se sont lancés dans l'activité sans régulariser. Donc il faut au moins réguler ça. Nous, on va demander un peu d'organiser les revendeurs de gaz, de fixer les conditions d'ouverture de dépôt, de la distanciation. Hein? C'est-à-dire être dans les normes pour pouvoir vendre le gaz. Pour Fatouma, qui a fait plusieurs quartiers à la recherche du gaz pour préparer son plat dominical, grande est la surprise de constater ce mouvement d'humeur des revendeurs. Je suis venue chercher du gaz. J'ai quitté jusqu'à Koubia, mais je n'ai pas trouvé jusqu'à présent. Ils ont dit qu'ils ne sont pas là. Ils ont dit juste qu'ils ne sont pas venus. Il urge donc que les autorités trouvent une solution définitive à cette situation qui n'a que trop duré. Sur le plan sportif, fin hier après-midi, des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football. Des conclusions ont sanctionné les échanges qui ont enregistré la présence des délégués venus de toutes les régions du pays. Compte rendu Ibrahim Tikiré et Sadoumi. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, une instance plénière et délibérative de la famille du football nigérien, au cours de laquelle les participants ont adopté 3 résolutions. Résolution relative à l'adoption des textes fondamentaux et organiques de la FENIFOOT. Considérant que les textes révisés de la FENIFOOT ont été largement diffusés et mis à la disposition de tous les membres de l'Assemblée générale notamment, les ligues régionales, les clubs et les groupements d'intérêt, considérant que les textes ont été soumis à l'appréciation de l'Assemblée générale de la FENIFOOT dans le respect des dispositions de l'article 32 des statuts en vigueur, l'Assemblée générale ordinaire de la FENIFOOT tenue à Niamey le 31 octobre 2020 adopte à l'unanimité de ses membres les statuts, le code électoral et les règlements généraux révisés sous réserve d'insérer les amendements enregistrés et débattus au cours de ces travaux. Décide de leur mise en application immédiate, conformément aux dispositions de l'article 63, 86 et 24 des statuts, des règlements généraux et du code électoral. Résolution numéro 2, relative à l'adoption des groupements d'intérêt en qualité de membres de la FENIFOOT. Considérant les dispositions de l'article 12, point C des statuts révisés de la FENIFOOT relative aux membres, constatant l'enregistrement par le secrétaire général des demandes d'affiliation des groupements d'intérêt et des joueurs, des anciens internationaux, des supporters, des arbitres, des journalistes sportifs, des entraîneurs et ceux dans les délais requis, considérant que ces groupements d'intérêt se sont légalement constitués avec des objectifs en adéquation avec ceux stipulés à l'article 2 du statut révisé de la FENIFOOT, considérant que la procédure d'admission de ces groupements d'intérêt s'est déroulée en conformité avec les dispositions de l'article 14 de ces statuts révisés, l'Assemblée générale ordinaire de la FENIFOOT, tenue à Niamey le 31 octobre 2020, après recommandation du comité exécutif, accède de façon unanime à leur admission en qualité de membres de FENIFOOT. Décide de cet instant que ces nouveaux membres ont acquis des droits et devoirs découlant de leur statut conformément aux dispositions de l'article 14.3 des statuts révisés. Outre ces résolutions, les délégués ont adressé une motion de félicitations et d'encouragement au gouvernement et au comité exécutif de la FENIFOOT pour la gestion appropriée de l'impact Covid-19 et la reprise des compétitions sous condition du respect des mesures barrières. Par ailleurs, l'Assemblée générale ordinaire s'est prononcée sur la candidature du colonel-major Jibrilahi Mamidou Dibélé au comité exécutif de la CAF. L'Assemblée générale l'encourage, lui apporte tout son soutien et lui souhaite bonne chance dans ce noble dessein. L'Assemblée générale demande au président de la République, au gouvernement et à l'ensemble de la famille du football nigérien de saisir cette chance afin de permettre à un fils du Niger d'accéder à l'exécutif
d'une institution internationale. L'Assemblée générale leur demande de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette candidature qui fera honneur au mouvement sportif en particulier et à l'ensemble du peuple nigérien en général. En tirant les conclusions des travaux, le président de la FENIFOOT s'est réjoui de la sérénité qui a prévalu durant les échanges. Les nouveaux textes, notamment les nouveaux statuts, le nouveau code électoral et les règlements généraux que nous venons d'adopter, ouvrent une nouvelle page pour notre association en tout cas. Je pense que c'est un grand progrès pour nous tous et j'ose espérer que en tout cas le football nigérien connaîtra encore des lendemains meilleurs et que nous porterons haut le flambeau de notre pays et nos couleurs nationales. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Toujours sur le plan sportif, retenez le lancement hier des activités de la balle ovale. C'est avec un match de gala que la Fédération nigérienne de rugby a décidé de placer la reprise de ses activités. Explication avec Bolo, membre de la Fédération nigérienne de rugby. Pour nous, c'est une occasion de voir en tout cas comment améliorer le niveau de jeu, comment et aussi voir si les joueurs sont encore aptes après, je crois, 7 ou 8 mois de repos. C'est voir en tout cas s'ils peuvent, comment on appelle ça, reprendre le championnat. Parce qu'ils sont effectivement en train de s'entraîner au niveau de leurs clubs respectifs. Mais ce match, sincèrement, c'est pour voir, se permettre en tout cas à la direction technique de voir ce qu'il faut améliorer dans le plan de jeu qui a été soumis aux différents clubs et aussi améliorer ou aussi corriger à travers ce match-là. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.